ensemble. Agir ensemble, cela signifie mener des actions collectives en dehors du prescrit. Et là se pose toute une série de difficultés. Premièrement, première chose, premier aspect de cette coopération, il va falloir établir des échanges d'informations, de partager des informations, mais pas au sens d'une donnée. Partager des informations dans la mesure où les informations sont porteuses de sens pour l'action. Donc ce qui va être essentiel dans l'information, ce n'est pas la dimension donnée, c'est la capacité de s'entendre sur le sens à apporter à l'action ensemble. C'est la première difficulté. Quel type d'informations faire circuler? Comment s'approprier les informations utiles? Comment s'approprier les informations porteuses de sens? La deuxième exigence que demande ce travail de coopération, c'est-à-dire d'action collective, la deuxième exigence, c'est d'arriver à se comprendre sur un plan professionnel. Il ne s'agit pas simplement d'entendre des mêmes questions, mais de les réinterpréter d'un point de vue professionnel qui autorise la coopération. Alors, on a besoin de référents. Ces points de vue professionnels vont devoir se construire sur des référents, des systèmes de connaissances qui font doctrine. Sans doctrine, sans concept, sans point de vue professionnel, il est particulièrement difficile de s'engager dans la coopération. Troisième dimension, très importante de la coopération, il s'agit de comprendre les intentions de l'autre. Il s'agit de reprendre ce que l'on dit souvent dans l'althémisme, de comprendre les raisons de l'autre. C'est-à-dire au nom de quoi l'autre s'engage, pourquoi il s'engage, qu'est-ce qu'il fait en s'engageant dans la coopération. Il y a donc un processus d'interprétation subjectif de la façon dont l'autre s'engage dans le travail et une compréhension des raisons pour lesquelles il s'engage dans le travail pour être en capacité de converger, d'être cohérent avec l'autre. Ici se pose donc un problème plus subjectif qui renvoie à la compréhension de la façon dont l'autre s'implique. Le dernier point de la coopération, c'est que la coopération exige de mettre le corps en mouvement. Il n'y a pas de coopération sans corps. Il n'y a pas de coopération sans toucher, sans sens. Le corps se met en mouvement. Il va se mettre en mouvement à travers la parole, à travers l'écoute, à travers les gestes. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui vont contribuer à permettre, à autoriser la coopération. Je reste là pour l'instant sur la coopération, mais vous voyez, il y a une distinction très forte entre coordination et coopération. Alors deuxième partie, pourquoi la coopération devient une question aussi centrale? C'est-à-dire pourquoi faut-il autant aujourd'hui se préoccuper de cet ailleurs que le prescrit? Mais pour des raisons à la fois économiques, sociales, on va dire même politiques, qui correspondent aux ruptures économiques que nous traversons depuis une trentaine d'années. Alors, j'aimerais vous indiquer au moins 4 ruptures essentielles à avoir en tête, parce que derrière, ça seront 4 types de préoccupations que l'on va devoir prendre en charge dans les logiques de coopération. Tout d'abord, la première rupture, c'est le fait que la différence entre l'économie de service, ou exactement l'économie industrielle et l'économie de service, dans l'économie de service, le rapport à l'autre, au rapport au bénéficiaire, la coproduction avec le bénéficiaire du service, s'opère en temps réel. Il n'y a pas de possibilité d'avoir des produits indépendamment des acteurs, qui ont leur autonomie vis-à-vis des acteurs. Il n'y a pas de possibilité d'avoir de stocks qui viennent réguler l'activité productive et l'échange. Le temps réel est une contrainte extrêmement importante de l'économie de service, des activités de service. On produit et on consomme en même temps, si vous voulez, on s'approprie le service en même temps. Il y a une coproduction, il y a une synchronisation temporelle extrêmement forte de l'engagement productif et de l'appropriation des services par les bénéficiaires. Ce temps réel crée une pression particulièrement forte et surtout des incertitudes particulièrement fortes.
Parce que les désynchronisations, les événements, les décalages proviennent constamment. Constamment, l'économie de service est déstabilisée par des événements qui déstabilisent le travail. Déstabilisent le travail et qui obligent les salariés à sortir du prescrit. Les événements créent de l'incertitude. Cette incertitude est un espace où de sortie du prescrit. Et alors, c'est la question de l'engagement dans cet espace non prévu devient essentielle. Le passage de l'économie industrielle, on pourrait le dire comme ça, était relativement stable, avec des possibilités de régulation off-demand relativement prévisibles, ce qui stabilisait le travail et stabilisait le prescrit ou stabilisait la coordination. L'économie de service va déstabiliser la coordination. Deuxième aspect très important, c'est la question de l'immatériel. Dans les dernières années, ça remonte quand même à une trentaine d'années maintenant, nous sommes passés d'une économie fondée sur des ressources matérielles, et d'autre part des attributs matériels des produits réalisés, ça transforme la matière. Matériel au sens où ce qui est transformé est mesurable, dénombrable, normalisable. On est passé d'une économie de ce type-là à une économie immatérielle, au sens où les ressources mobilisées ne sont pas dénombrables, ne sont pas mesurables, et les attributs des services ou les attributs des produits qui sont réalisés ne le sont pas non plus. Et ces questions immatérielles deviennent des enjeux stratégiques pour les entreprises comme pour l'ensemble des organismes publics, parapublics, associatifs. C'est-à-dire que les actifs immatériels, les ressources immatérielles, vont prendre une importance de plus en plus grande dans la dynamique économique. Or, la difficulté, c'est que ce qui relève de l'immatériel n'est pas normalisable, n'est pas dénombrable. Et donc, il se passe ici une question particulièrement troublante pour le prescrit, parce que prescrire l'immatériel ne fonctionne pas. Prescrire la confiance ne fonctionne pas. Prescrire la pertinence ne fonctionne pas. Prescrire l'esthétique ne fonctionne pas. On ne part pas prescrire l'immatériel. Il y a une contradiction fondamentale entre la dimension matérielle et la prescription. On peut donner des référents, c'est-à-dire des souhaits, on ne va pas le prescrire. Vous voyez qu'ici, le passage d'une économie matérielle à une économie immatérielle réduit la dimension du prescrit dans l'activité productive. Réduit l'espace du prescrit possible. C'est ce qui n'est pas prescrit qui devient essentiel. Et si vous êtes suivi et vous êtes d'accord avec mon propos numéro 1, alors la coopération devient essentielle dans la création de valeur. Le troisième point, c'est que, troisième élément à avoir en tête, c'est le fait que les concepts, les référents, les formes de représentation de la dynamique économique issues de l'économie industrielle perdent de leur pertinence. Les mots qu'on utilise, la façon dont on se représente l'économie à travers un certain nombre de concepts, représente la gestion à travers de ce concept, eh bien, ces éléments-là perdent leur pertinence. Je prends un exemple, la notion de valeur. On a repris ce débat sur la valeur il y a 30 ans, on aurait dit la valeur, d'abord des valeurs en termes de qualité de ce que l'on fait, de valeur d'usage des produits que l'on réalise. C'est la valeur au sens où on va réaliser ces valeurs d'usage, ces produits en grand nombre avec les mêmes ressources, on va faire des gains de productivité. Il y a bien entendu de la valeur monétaire, mais elle n'est pas complètement centrale. C'est-à-dire la représentation monétaire de la valeur économique n'était pas entièrement hégémonique et centrale. Aujourd'hui, vous dites valeur, immédiatement, j'en pense, valeur sur le plan monétaire, financier. En d'autres termes, la valeur a tendance à être réduite à la question marchande, réduite aux questions monétaires. Certes, ce sont des questions importantes, mais la réduction de la valeur à ces questions monétaires et financières met à contre-pied les salariés de l'expérience du travail qu'ils ont, et ça devient un référent non pertinent par rapport à l'expérience